Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur avec Rust. Salut Rust. Salut Guillaume, salut la compagnie. Et donc nous n'allons pas débriefer l'UFC 226 puisque nous l'avons déjà fait avec l'illustre Polydamso, mais nous allons nous intéresser à l'entrée fracassante à la fin de ce main event. Brock Lesnar, Cocorico, les Bleus sont en finale de la Coupe du Monde, et Cocorico, Brock Lesnar est de retour à l'UFC officiellement, en tout cas il a fait son entrée, mais on devra être patient, puisqu'il doit toujours purger sa suspension d'1 an pour contrôle positif à un bloqueur d'œstrogène, si je ne m'abuse. Clomifène. Ouais. Exactement. Et donc ce bon vieux Brock Lesnar va revenir et devrait avoir le title shot. Le title shot, voilà. S'il y a une nouvelle à retenir de la semaine, les Bleus c'est cool, mais c'est Brock Lesnar, hein, faut pas s'y tromper les gars. Et puis, mais voilà, Brock Lesnar, il a encore 6 mois en zonzon à purger. Bon, c'est pas vraiment, c'est le temps qu'ils se remettent dans le pool de tests de l'agence antidopage. Donc au 8 janvier, compris, on pourra le revoir à partir de cette date-là. Ça veut dire que ce qui est prévu visiblement, et comme ils sont en train de faire un build-up un peu en mode WWE, ça va être un combat pour le titre de poids lourd, donc visiblement dans 6 mois. Et c'est ce qu'ils pouvaient faire de mieux, ça va faire du bif. De toute façon, les contenders en poids lourd, il n'y en a pas non plus des masses, à part les Curtis Blades, enfin on en parle assez souvent. Mais voilà, un combat intéressant, un combat qui va faire du bif, un build-up qui va être intéressant, parce que Brock Lesnar, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est une brute, un viking, c'est un mec qui vient des tréfonds des âges, et il est toujours fun à voir combattre. Et en plus, il est très bon, on peut pas lui enlever, donc honnêtement, en fait, c'est plutôt pas mal. Finalement. Oui, voilà, parce que on a eu beaucoup de réactions par rapport à ça sur la Sueur, d'ailleurs on vous en remercie dans les commentaires ou en message. C'était pourquoi finalement est-ce que Brock Lesnar va avoir ce title shot. Ce qu'il faut rappeler, c'est que l'UFC c'est avant tout un business, donc certes les Curtis Blades et Volkov sont finalement beaucoup plus actifs ces derniers temps à l'UFC, mais des Curtis Blades et Volkov ça n'intéresse personne. D'ailleurs, les Curtis Blades et Volkov, peut-être que vous n'auriez même pas commenté si un Curtis Blades était venu dans la cage à la fin du combat de Cormier, où vous vous seriez dit, putain, déjà, c'est qui ce mec ? C'est pas le gars qui a perdu contre Francis Ngannou, et puis 2, finalement, ça m'intéresse pas parce que je sais que DC va perdre. Là, va gagner, pardon, autant pour moi. Là, on a un mec comme Brock Lesnar qui, certes, a été contrôlé positif, mais qui va faire beaucoup de vues, qui va apporter de l'argent à Daniel Cormier, et finalement, moi, je suis plus content pour Daniel Cormier que ce soit un mec comme Brock Lesnar, plutôt qu'un mec comme Curtis Blades. D'ailleurs, c'est marrant par rapport à la relation un peu, la beef relation, la dollar relation entre Daniel Cormier et Brock Lesnar, parce que je sais pas si tu te souviens, à l'UFC 200, ouais. Au moment de l'annonce surprise de la présence de Brock Lesnar sur la carte, Daniel Cormier, en gros, avait dit, écoutez, moi je suis le plus heureux des hommes, c'est comme si c'était Noël, parce que Brock Lesnar égale gros dollar. Et là, il va finalement le combattre pour un super fight. Ouais. Et ouais, en fait, comme tu le résumais tout simplement, c'est une affaire de gros sous parce que l'UFC est un business et ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe non plus parce que déjà l'UFC est en manque de grosses stars, est en manque de grosses cartes, est en manque de noms qui peuvent vraiment amener de l'intérêt au sport et ranimer un peu l'intérêt pour le MMA. Le timing est parfait. Le timing est parfait et ce sera compétitif, hein. Ne nous y trompons pas, c'est pas non plus un petit adversaire. Bon, on sait pas non plus dans quel état physique arrivera Brock Lesnar, puisque il y a eu des petites filouteries, hein. Clairement, on le dit pas, mais bon, tout le monde le sait. Ouais. Des petites filouteries lors de ses dernières apparitions, notamment contre Mark Hunt. Oui. Et du coup, si l'USADA fait vraiment un taf de fond et de fossoyeur, normalement, on devrait voir un Brock Lesnar un peu différent, physiquement déjà, et puis au niveau des performances. Mais ça reste un monstre absolu, il ne déçoit jamais par ses performances. Donc, ça va être intéressant à tout point de vue. Honnêtement, on ne peut pas vraiment se plaindre. Parce que là, ce qu'il faut dire aussi, c'est là on a parlé un peu de Brock Lesnar, donc la superstar, mais sportivement, Brock Lesnar, c'est quoi ? C'est quand même un ancien champion. Certes, le mec est un catcheur, il est surtout connu pour ça, mais il a été champion de l'UFC de 2008 à 2010-11. Et là, certes, sur ces 3 derniers combats, donc il y avait une victoire contre Mark
Hunt qui a été transformé en no contest après le fameux contrôle positif. Il y a eu ensuite une défaite contre Alistair Overeem par KO et une défaite contre Cain Velasquez. Certes, donc ça fait 2 défaites par KO et un no contest, mais à chaque fois contre des légendes. Et puis, mine de rien, Brock Lesnar, après son premier combat qui était contre un nobody, ensuite il a combattu que des légendes. Et le mec, donc ce qu'il faut se dire, c'est que sportivement, certes c'est pas le plus spectaculaire des combattants, puisque il vous met au sol et puis ensuite il vous met des coups, mais c'est un véritable monstre. Et puis on sait qu'avec lui au moins, surtout avec DC en plus de par leur style, ça pourrait être éventuellement un peu disputé. Ouais, et encore, il est pas spectaculaire, moi je le trouve quand même. Honnêtement, j'adore voir combattre Brock Lesnar. C'est un monstre physique. C'est un mec qui, une morphologie pareille, ça ne devrait pas humainement pouvoir se déplacer à cette vitesse, avec cette agilité, cette adresse, ce repérage spatial. Et honnêtement, c'est un gars comme on en voit vraiment. Enfin, on sait que Ngannou est un spécimen physique. On sait que Cain Velasquez est un spécimen de cardio. Brock Lesnar, c'est pareil, c'est un spécimen physique qui a des attributs qu'on voit vraiment une fois tous les 10 ans dans une cage. Donc, et alors aussi contre Overeem, il s'était fait poncer, mais c'est un moment où il avait une infection aux intestins. Je sais plus, c'était d'estomac, un truc comme ça. Il avait un truc mais ultra vénère. Ouais. Et contre Mark Hunt, il était peut-être un peu shooté au supplément mexicain, mais en tout cas, la performance technique et la performance stratégique, honnêtement, c'était magnifique. Franchement, c'était vraiment du beau boulot. Et voilà, et comme tu le disais, en plus, stylistiquement, contre Cormier, ça peut être super intéressant. Un lutteur ultra puissant qui, de toute façon, ne va pas forcément chercher, comme Miocic, à doser Cormier debout. Ça va être plutôt, une espèce de un combat des volontés, un clash des titans, vraiment une rencontre du pot de fer contre un autre pot de fer, pour le coup. Et voilà, stylistiquement, 2 énormes lutteurs, l'un tout en puissance et en technique, et Cormier un peu plus en dirty technique, mais tout autant avec un répertoire, même, je dirais, adapté au MMA, beaucoup plus complet. Ouais. Franchement, ça va nous offrir du super spectacle. Après du super spectacle, par contre, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est j'espère sérieusement que Brock Lesnar s'est mis au travail, parce que c'est vrai que pour le combat contre Mark Hunt, l'UFC avait quand même été sympa, puisqu'ils avaient offert un peu à Lesnar un modèle dangereux, mais où on sait que Hunt, son point fort, c'est pas le grappling. Là, il va avoir quand même un mec, c'est pas non plus Shane Carwin, donc voilà, une espèce de bloc que Lesnar peut mettre au sol. Là, il va tomber contre un mec hyper mobile, qui pourrait être un middleweight s'il perdait son énorme bidoche, et en plus, qui est le meilleur pote de Cain Velasquez, qui, on le rappelle, au-delà d'être l'un des meilleurs heavyweights de l'histoire, est le gars qui a terrassé Brock Lesnar à une époque où justement tout le monde se disait « Brock Lesnar, comment va-t-on réussir à le battre ?» Et le mec avait joué avec lui pendant un round. Il a joué avec lui et la domination de Cain Velasquez, c'était une domination mais vraiment partout. Ouais. Il l'a vaincu mentalement, il l'a vaincu techniquement, au niveau puissance. Il y avait un différentiel, mais Cain Velasquez n'a pas eu à rougir. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que Cormier, il a cet avantage, et c'est ce qui lui a permis, c'est ce magnifique coup d'éclat contre Miocic. Ouais. C'est que c'est vraiment peut-être un des combattants les plus intelligents que le sport ait jamais pondu en termes d'analyse pré-combat et pendant le combat aussi, mais c'est tout un travail en amont qu'il doit faire lui-même et qu'il fait avec son équipe, avec AKA. Et là, en plus d'avoir les insights de Cain Velasquez, ça peut vraiment faire une énorme diff, d'autant plus que ça me paraît compliqué que Brock Lesnar ait progressé réellement dans toutes ces années, dans le ventre mou, où il faisait de la WWE, en même temps il chassait dans son ranch du Montana comme il le fait, machin. Voilà, c'est pas un mec comme Zabit Magomedsharipov qui, genre de jour en jour, le mec, c'est comme s'il doublait ses PV, tu vois. Enfin, non, Brock Lesnar, on va sûrement avoir affaire, grosso modo, au même Brock Lesnar auquel on a eu affaire sur les combats précédents, probablement un peu diminué physiquement. Ouais. Donc, la balance, bon, alors, les pronostics, pareil, maintenant, on va prendre des pincettes avec ce qu'on a fait ce week-end. Mais en tout cas, ça s'annonce comme largement prenable pour Cormier, ça c'est sûr.
Ouais, largement prenable pour Cormier. Oui, allez, largement prenable pour Cormier. Et que penses-tu, pour revenir au retour de notre très cher Brock Lesnar, donc, moi, oui, je voulais ajouter, oui, sportivement, l'avantage que Brock Lesnar aura, c'est qu'il a vraiment là 6 mois devant lui pour se préparer à un adversaire spécifique. Donc c'est peut-être ça qui pourrait éventuellement jouer un peu en sa faveur. Toujours est-il, ça aussi c'est une question qu'on nous a posée, l'image du sport. L'image du sport avec ce fameux retour de Brock Lesnar, ancien catcheur, qui purge toujours sa suspension pour dopage et qui pour beaucoup justement, ça fait vraiment basculer l'UFC dans un show comparable à la WWE, conjugué bien évidemment à l'entrée de Brock Lesnar qui était vraiment complètement scripté, avec peut-être le petit push qui était en trop. Mais voilà, toi, qu'est-ce que t'en penses de ça pour l'UFC ? En fait, c'est presque un peu fataliste, mais honnêtement, je pense que de toute façon, avec le rachat par des énormes cylindrés comme WIMG et maintenant qui sont sur une plateforme comme ESPN, etc., de toute façon, c'était qu'une question de temps avant que la partie presque divertissement ne prenne le pas vraiment de façon évidente sur l'aspect sportif. Donc je pense que, et c'est vous deux d'ailleurs qui en discutiez avec Polydamas, je sais d'ailleurs peut-être en off, j'en sais rien, sur le fait qu'en fait on se dirige vers un modèle de boxe anglaise avec maintenant pour les cartes un énorme combat avec un énorme nom et qui rapporte du fric et le reste de la carte qui est un peu là pour combler et meubler. Donc de toute façon, je pense qu'il est presque temps de faire son deuil en réalité, d'avoir des cartes ultra complètes comme on avait il y a une dizaine d'années. Ouais. Donc pour moi, même si je regrette le côté extrêmement scripté, le côté voilà, maintenant on va être en mode punchline, tout le monde va être complètement fake, etc. Mais pour les fans hardcore qui connaissent un peu les autres combattants, ce sera juste un moment un peu douloureux, même si il faut avouer aussi qu'on en tire un plaisir coupable. Hein. Moi, j'étais content de voir Brock Lesnar, voilà, le push était peut-être en trop, mais voilà, ça m'a fait frétiller Bruxelles, je vais pas mentir. Hein. Et du coup, voilà, pour les fans hardcore, on aura toujours notre fond de combattants, ils seront juste moins médiatisés, moins popularisés, toute la lumière sera mise sur des combattants comme Brock Lesnar, Conor McGregor, etc. Donc honnêtement, ça m'en touche une sans bouger l'autre. C'était inévitable et j'en ai pris une partie, quoi. Oui, même chose pour moi, d'autant plus qu'en fait à l'UFC, et c'est bien différent du catch là-dedans, c'est qu'il peut y avoir plein de shows au préalable, mais dans tous les cas ça se règle à un moment donné dans la cage. Et puis dans tous les cas, si les mecs doivent faire preuve d'un peu trop d'animosité, ça permet au combat d'être un peu plus mis en avant. Les combattants sur la carte également. Donc en soi, moi c'est pas un problème que j'ai spécialement avec le retour de Brock Lesnar, même si on a fait peut-être un peu trop. On va passer toujours à l'UFC 226. Nous n'en avions pas parlé avec Polydamas pour le conserver pour aujourd'hui. Le combat extrêmement plaisant entre Uriah Hall et Paulo Borrachinha. Borrachinha qui est l'un de nos petits chouchous. Il y a d'ailleurs un très bel article sur la sueur, le Porn Smile Killer. Donc le portrait de Borrachinha qui reste invaincu avec cette victoire contre Uriah Hall. Et Uriah Hall qui, pour nous, fans de MMA, qui est ancien du TUF, qui est vraiment capable du meilleur comme du pire. Là, il a peut-être réussi son meilleur combat depuis hyper longtemps à l'UFC. Mais une nouvelle fois, alors qu'il touchait véritablement Borrachinha, il a arrêté d'appuyer vraiment sur l'accélérateur et il s'est mis en mode quasi amorphe et Borrachinha en a profité. Avec Uriah Hall, de toute façon, on sait même plus comment le prendre. C'est-à-dire que c'est un diamant brut, mais on a l'impression que c'est surtout une éternelle déception. Ouais. Il est capable de faire des trucs hallucinants. Là, honnêtement, dans ce combat, c'était techniquement au niveau de la puissance, de la vitesse, de l'intelligence, de l'arsenal aussi. Honnêtement, c'était du calibre, vraiment, posons nos mots, mais calibre champion, quoi. Ouais. Le premier round, ce qu'il a été capable, le jeu qu'il a été capable de produire contre un adversaire de la trempe de Paulo Borrachinha, qui, même s'il est jeune, c'est un monstre. Ouais. On en reparlera un peu plus tard. Franchement, c'était impressionnant, mais vraiment impressionnant, ce gars. Et c'est juste qu'au deuxième round, alors qu'il avait vraisemblablement réussi à mettre knockdown Borrachinha sur un superbe contre en plus, et qu'il avait une phase ascendante, il n'a pas appuyé sur la pédale d'accélérateur comme on s'y serait attendu.
Il a pris la minute un peu de flottement peu trop. Borrachigna, fallait pas lui dire ça 2 fois. Il est revenu et il a détruit, démoli, poncé sur des enchaînements au corps et à la tête, mais absolument cauchemardesques. Et voilà, Uriah Hall, en fait, maintenant, ça va être... J'espère juste qu'il va pas perdre trop de combats d'affilée. Bon, il sera jamais champion, c'est une évidence. Ouais. Mais voilà, tant qu'il restera avec un physique qui lui permettra de donner libre cours à sa créativité et à sa connaissance du combat, ce sera toujours un mec génial à regarder. Mais là, ça a été un petit peu le dernier clou dans le cercueil, parce que ça veut dire que dans des combats où c'est vraiment, vraiment dur, c'est pas qu'il a pas de mental, mais c'est que il a pas le mental qu'il faudrait, et en tout cas qu'aurait un champion ou un potentiel champion. Donc voilà, c'est c'est pas une triste fin, parce qu'il lui reste pas mal de combats à faire, mais maintenant on sait à quoi s'en tenir avec Uriah Hall, quoi qu'il arrive. Par contre, notre cher Paulo Borrachigna, moi, plus les combats passent et plus ça confirme. On a beau dire, Dana White a beau dire que c'est la future star brésilienne, et Borrachigna a beau être quand même extrêmement ambitieux, et bien moi je trouve qu'il y a quand même des grosses failles dans son jeu, notamment défensif, et que s'il continue comme ça, bah forcément l'UFC va lui mettre des gars de plus en plus gros calibre, et je trouve que c'est assez dangereux. Là, il a la chance, ses derniers combats c'était Johnny Hendricks, et donc là Uriah Hall. Hendricks, tu vois, j'avais trouvé qu'il l'avait mis un peu en danger. Ensuite, c'est Hendricks, le Hendricks qu'on connaît, qui est maintenant retraité, donc tu vois, loin d'être le grand Hendricks d'avant. Et là, Uriah Hall, qui est quand même passé pas loin, tu vois, si Uriah Hall avait gardé cette mentalité-là et ce côté vraiment conquérant, bah ça aurait été un tout autre combat. Et moi, ça m'inquiète un peu pour la suite pour Borrachigna. Ah bah tu vois, je serais pas aussi catégorique. Moi, je l'ai trouvé... En fait, il s'est fait toucher. Après, il s'est fait toucher et il y a des moments où il a été mis en danger. Oui. Mais je relativise parce que, en fait, j'ai trouvé d'abord sa défense vraiment, vraiment très au point. Il a vraiment une manière de choper son timing avec des courts retraits de buste et un timing de retour et un timing de contre que j'ai trouvé vraiment. Il se fait toucher, c'est clair. Je suis d'accord que ça peut être inquiétant, mais après je relativise en disant que ça reste un mec comme Uriah Hall. Ouais. Dans ses bons jours, le mec il a vraiment le striking du top, voire même niveau champion. Donc il a pris des gros jabs, mais honnêtement les jabs, le jab là, le truc, l'espèce de flèche mongole avec lequel Uriah Hall a vraiment mitraillé Paulo Borrachigna pendant tout le combat. C'est vraiment compliqué à éviter. C'est vraiment compliqué, d'autant plus que c'était une nouvelle arme pour Uriah Hall. Il n'avait jamais eu un aussi gros jab. Ouais, c'était pour impressionnant. Les combinaisons et les contres, c'est pareil. Il est tellement puissant et rapide, Uriah Hall, et imprévisible, que c'est vraiment, vraiment compliqué à défendre. Et moi, je dirais qu'au contraire, je l'ai trouvé vraiment méthodique, rigoureux, et il n'a pas pris de risques inutiles. Et très honnêtement, j'ai trouvé ça plutôt impressionnant de mon côté. Ouais. Sa maîtrise du combat et la manière dont il abordait le truc. Ça, par contre, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'il est extrêmement rigoureux, mais je veux dire, en fait, moi, c'est plutôt une limite, en fait, presque au niveau de son talent, qui risque, en fait, on risque de le voir, pas à la manière de Francis Ngannou, mais tu vois, on risque, à force que l'UFC, tu vois, lui donne des combattants comme ça, comme Uriah Hall, Johnny Hendricks, tu vois, des gars où on sait à l'avance qui va gagner, que quand il va se retrouver face à un mec, tu vois, même un mec comme Derek Brunson, tu vois, quand il va se retrouver avec un nom comme ça, ce soit vraiment, on se dit tout de suite, d'accord, donc quand il est contre un mec qui a du talent et qui est aussi discipliné que lui, bah forcément, tu vois, il se fait, il va se faire, je pense qu'il se fera dépasser sur la durée, tu vois. Parce que pour l'instant, les deux combats contre Uriah Hall et Johnny Hendricks, ce qui pour moi a fait que il s'en est sorti par des victoires par KO, c'est sur la durée, tu vois, parce qu'il restait justement hyper maîtrisé, il avait son game plan en tête, et au début certes, il se faisait toucher machin, mais toujours la même vitesse, toujours le même tempo, et puis au bout d'un moment l'autre finissait par craquer. Mais s'il tombe sur un athlète du même calibre que lui et qui mentalement est toujours finalement dans une bonne période de sa carrière, voilà. Après, j'ai re-regardé parce que il est invaincu en professionnel. Ouais. Oui, important à dire. Mais voilà, il a eu un combat qu'il a perdu au TUF. Et ouais. C'était il y a 4 ans. Il avait 23 ans. Et j'ai re-regardé le combat cet après-midi.
et j'ai été sidéré de voir à quel point il a progressé, en fait. Là, dans le combat qu'il a perdu au teuf, contre un mec d'ailleurs dont le surnom est Yoto, en fait, la seule raison pour laquelle il a perdu, c'est qu'il a gassé. C'est-à-dire qu'il avait plus de cardio au bout d'un moment, et c'est ce qui a été un peu sa perte. Et encore, il a perdu une split décision partagée, donc grosso modo, on n'est pas loin d'égalité. Voilà. Mais il arrivait pas à garder le rythme qu'il garde maintenant. Il n'avait pas la même puissance, il n'avait pas la même précision et le même timing dans les coups. Et c'était il y a 4 ans. Et là, quand je vois où il en est aujourd'hui, les contrastes, parce que du coup, j'ai regardé les 2 combats à la suite, celui contre le gars au teuf là qu'il a perdu et contre Uriah Hall, c'est terrifiant la courbe de progression qu'il a eu. Terrifiant. Alors certes, je suis d'accord avec toi, il n'est pas aussi créatif qu'un John Jones, Adesanya ou tout ce qu'on veut, ou Romero, mais il est suffisamment créatif et suffisamment divers dans les attaques pour surprendre, même s'il est comment dire, très classique. C'est vrai que c'est pas un mec qui va faire des spinning back kicks, des spinning machin, mais c'est un peu comme les boxeurs Dutch, tu vois, les Hollandais. C'est peut-être pas créatif, mais quand c'est autant maîtrisé dans l'application de la stratégie de combat, et en plus quand il ajoute la puissance et le cardio, parce que là visiblement maintenant en fait il a un vrai cardio, il est capable de mettre des coups aussi puissants du début jusqu'à la fin d'un combat, et ce qui est vraiment monstrueux. Et ben moi en fait je vois peu de monde réussir à, comment dire, en tout cas à le dérouiller, ça c'est sûr, mais si on prend le problème dans l'autre sens, je vois vraiment Borrachinyan mettre des gros problèmes à n'importe qui. Et d'ailleurs, il a call out Chris Weidman. Son interview après. J'aimerais bien voir ce combat-là. Je suis vraiment curieux de voir ça. Ouais. Et je serais également comme toi, voilà, extrêmement curieux parce que voilà, c'est Borrachinyan là, encore, tu vois, je doute un peu parce que c'est les adversaires type Uriah Hall, type Johnny Hendricks. Mais si effectivement il y a cette victoire contre un mec comme Chris Weidman, il n'y aura plus du tout de doute. Au contraire d'un combattant pour lequel je suis complètement conquis, au contraire de notre ami Rust, c'est Israël Adesanya qui m'a une nouvelle fois régalé. Donc en finale du TUF qui avait lieu vendredi, il affrontait Brad Tavares, un véritable test pour lui. D'ailleurs tout le monde se disait, est-ce que c'est pas trop tôt pour un mec qui allait faire son 3e combat à l'UFC? Son dernier combat il l'avait remporté par split decision. On se disait putain les mecs vont peut-être trop vite. Et sur ça. Contre un nobody aussi. Et contre un nobody, oui, aussi. Mais un nobody qui était quand même bon en lutte, donc tu sais, l'UFC à chaque fois ils font des match-ups quand même. Et donc là, bref, contre Brad Tavares, une maestria sur 5 rounds, premier combat en 5 rounds pour lui, véritablement en promenade de santé, quelques petites alertes, mais voilà, c'est des alertes parce que le mec est tellement créatif et de temps en temps part un peu en couille, qui se dit, bah je vais tenter de faire une espèce de takedown ou un poulet. Enfin bref, il essaye de faire des choses un peu cheloues qui peuvent se retourner contre lui, mais heureusement sans grande gravité. Performance of the night pour lui, qui était la première fois depuis 2015 qu'un combattant recevait ça après un combat en 5 rounds, donc vraiment, bravo bravo Adesanya, autant pour moi. C'est voilà la différence. Alors en fait, je dois avouer que j'ai revu mon jugement sur Adesanya parce que j'étais pas, même par son combat contre Tavares, je dois avouer que j'étais pas conquis en fait, parce que je trouvais que premièrement, et c'est le même, la même, ce que j'avais, allez, je vais y arriver, l'impression que j'avais eue dans son combat précédent contre Marvin Vettori, c'était que premièrement, en fait, il n'avait pas de puissance réellement, c'est-à-dire qu'il est super précis, il touche, mais il est vraiment pas puissant dans le sens où on n'a pas l'impression qu'il mette vraiment en danger, ou en tout cas qu'il force les adversaires à respecter son pouvoir de KO ou sa puissance. Et j'avais trouvé qu'il se faisait toucher assez, un peu trop souvent à mon goût. Et j'avais pas du tout aimé son timing. J'avais l'impression que, alors c'est évidemment compliqué parce que moi je suis là sur mon petit canapé alors que lui c'est un combattant professionnel et dans 3 disciplines différentes et tout ça. Mais voilà, j'avais regardé ses combats de kickboxing, j'avais regardé ses combats de MMA, et il y a vraiment quelque chose qui me dérangeait dans son timing. J'aimais pas ça du tout. Il se fait toucher en plein de combinaisons, etc. Et c'est encore le cas avec Tavares, il s'est fait toucher pas mal. Mais en fait, j'ai réalisé dans une interview que j'ai vue tout à l'heure là. En fait, c'est parce que je me trompais un peu, je regardais ça de la mauvaise manière. Il l'a dit lui-même, en fait, Israël Adesanya, lui-même ne sait pas les coups qu'il va faire à l'avance. Et c'est un truc qui, en fait, ça fait un déclic dans mon esprit. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il avait un timing foireux, ce qui évidemment n'est pas possible, hein. Tu peux pas être invaincu dans toutes ces disciplines en ayant un timing foireux. Mais en fait, c'est parce qu'il a un timing qui
qui n'est même pas travaillé, qui n'est même pas prévisible, parce que lui-même ne sait pas où il va. Et c'est ce qu'il disait mot à mot, il disait, eh ben en fait, comment est-ce que mes ennemis, mes adversaires pourraient, travailler à la vidéo contre moi, ou même, me comprendre dans la cage, si même moi, je sais pas quand je vais déclencher une attaque, un contre, etc. Et en fait, c'est exactement ça. Israël Adesanya, son langage corporel, on sait jamais où ça va aller, parce que du coup, même lui ne sait pas ce qu'il va faire quand l'adversaire va avancer, s'il lui fait un pas de côté, etc. Et c'est ce qui fait que parfois on a presque l'impression que c'est brouillon, et on a l'impression qu'il se fait toucher. C'est parce qu'en fait, il ne prévoit pas, genre dans la demi-seconde d'avant, ok, je vais faire boum, 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 ou alors hop, et après je reviens. Il y va totalement, naturellement, et sans même savoir ce que ça va donner. Ça requiert une dose de créativité, de talent qui est hallucinante. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que du coup, tu peux pas avoir de timing quand tu fais ça. Tu peux pas te créer un timing, ton adversaire ne peut pas le lire parce que toi-même, t'as pas de phase genre boum boum boum, je recule, boum boum boum, et tous les combattants normalement constitués rentrent dans une espèce de rythme normalement. Et ben lui jamais. Et c'est ça en fait, on a l'impression qu'il a un timing foireux, mais c'est juste qu'il a un timing différent parce qu'imprévisible. Et à partir de cette grille de lecture, et ben en fait c'est vrai que je regardais le combat d'une autre manière. Et maintenant, sachant ça, alors je trouve quand même qu'il se fait quand même parfois salement toucher, mais en fait ça devient une énigme pour tous les combattants qu'il va affronter. Vraiment super compliqué à appréhender, d'autant plus qu'il y a une super takedown défense maintenant. Il est solide au sol, il peut se relever pas quand il veut en tout cas, mais il n'est pas ridicule et il a toutes les armes pour se défendre correctement au sol. Et voilà, et maintenant que je comprends un peu mieux ce qu'il fait debout et les incompréhensions que j'avais sont un peu levées, et ben je suis très curieux de voir ce qui va se passer après. Et je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'il se fait un peu trop toucher aussi à mon goût, mais je pense, tu vois, je me dis aussi c'est peut-être une question d'attitude, parce que là, face à son plus grotesque qui était Brad Tavares quand même, il a jamais été paru aussi fort dans la cage, alors que pour ses deux précédents combats, c'était donc Wilkinson et Marvin Vettori. Voilà, normalement, il aurait dû les bouffer direct. Mais je me dis, tu vois, un mec comme ça, qui a 28 piges, qui est invaincu, qui est quand même, avant d'être où il est en MMA, il était dans le gratin du kickboxing mondial, hein, il était numéro 6 chez les middleweight. Peut-être que, tu vois, il y avait ce côté aussi, j'arrive à l'UFC, les mecs qui me mettent contre des nobody. Après tout ce que j'ai fait, tu vois, il enchaînait les KO avant d'aller à l'UFC. Peut-être qu'il y a aussi, tu sais, ce côté un peu attitude qui est éventuellement à revoir, parce que pareil contre Tavares, le moment où il se fait mettre au sol, c'est pour lui, hein, c'est entièrement pour lui, c'est parce qu'il se dit, allez, je vais tenter ça. Et après le combat, tu vois, il dit, je pensais le mettre KO au deuxième round, finalement, le KO n'est pas venu, mais tu te dis, reste quand même, essaye quand même de rester compose par rapport à ta stratégie, parce que ça reste du MMA et tu sais pas trop ce qui peut se passer. Mais voilà, pour moi, le problème aujourd'hui, c'est ça, c'est peut-être que le gars, il se dit, ayant tout connu au Glory dans sa carrière précédente, finalement, en kickboxing, il se dit, ils mettent des gars, lui je pense qu'il est intimement convaincu qu'il va les battre, et donc il se dit je reste très calme et tout quand je me taperai un Chris Weidman ou un top du top. Ouais, ça aurait carrément du sens. Et puis en fait il y a aussi un truc qui m'a vraiment rassuré, c'est-à-dire que je suis un peu d'accord avec toi, je pense qu'il a tellement tout connu que pour l'instant quand tu lui mets des Marvin Vettori ou des Wilkinson, je pense pas qu'il se soit, donné tout le mal qui se donnera à partir de maintenant, parce qu'on va le mettre contre des gros moutons. Et un truc qui m'a vraiment rassuré aussi, dans une interview pareil que j'ai vue après, post-combat, c'est que il travaille énormément la vidéo, et en fait c'est au-delà de ça, parce que là ça fait un peu en mode, analyste France 2 qui regarde ces trucs. C'est vraiment lui qui, sans même que ses entraîneurs lui demandent, il disait par exemple après le combat contre Tavares, il n'est pas allé en soirée, il n'est pas allé se démonter la tête à Las Vegas ou quoi que ce soit. En fait, il s'isole dans sa chambre, et en gros il disait lui-même, j'ai passé 1h40 à revoir mon combat, à le revoir mais genre 3-4 fois, à revenir, à regarder au ralenti ce que je faisais mal et ce pourquoi certains trucs ne marchaient pas. Et quand on en est à ce degré-là de perfectionnisme et de volonté de réellement s'attacher à chaque détail, là c'est vraiment du matériel champion, et ça me rassure énormément. Il a tellement de facilité, il est tellement intéressant à voir combattre. Il a en plus de ça, une personnalité et une manière de voir les choses qui n'est pas le trash talk qu'on voit à la télé, hein. C'est un gars super intelligent, super réfléchi en dehors, respectueux. Bon, grosso modo, du coup, s'il y en avait une plus grosse impression de sécurité.
Et ben franchement, pourquoi pas la plus haute marche, hein. Oh my god. En tout cas, le prochain combat, il a dit, lui, qu'il avait regardé attentivement le Borachnia Uriaol. Dernièrement, il t'a dit, calme-toi, bonhomme, parce que bon, ça ferait 2 prospects qui vont s'affronter, donc pour les UFC, c'est quand même un mauvais délire. Et avec Polydomson, on se disait, Derek Brunson, ce serait pas mal, jeter en pâture un mec de 33 piges, dont personne n'attend plus rien. Ça pourrait être intéressant. Je suis à 100% d'accord, c'est ce que je me disais aussi tout à l'heure, donc comme quoi les grands esprits se rencontrent. Voilà. Bien, on va pouvoir passer tout de suite avec la preview du week-end, parce que mine de rien, l'UFC ne s'arrête pas, là on est quand même sur une grosse lancée, avec ce week-end, Junior Dos Santos, Ivanov, le laissé pour mort, le mec qui a gagné un combat en ayant les 2 mains cassées, le mec qui s'est fait planter après une baston dans un bar, ancien champion des World Series of Fighting, qui revient enfin premier combat depuis la fin de son contrat avec les World Series of Fighting, et qui direct l'UFC quand même, pour vous donner une idée un peu de ce que l'UFC attend de ce prospect, enfin prospect si on peut appeler ce gars-là un prospect, directement Junior Dos Santos, boum. Donc vraisemblablement là ça devrait être hyper intéressant parce qu'aussi un Junior Dos Santos qui reste sur une défaite contre Stipe Miocic par KO et qui avait été suspendu par l'USADA. Finalement l'USADA s'est dit peut-être qu'on s'est trompé dans notre truc, enfin bref voilà. Toujours est-il que après plus d'1 an d'absence, Junior Dos Santos revient contre Ivanov et ça s'annonce hyper intéressant. Bon, de toute façon Junior Dos Santos on ne le présente plus, même si sa dernière apparition c'était triste à en pleurer. Ouais. Mais juste avant de perdre par KO contre Miocic, il avait fait vraiment une symphonie contre Ben Roswell, tout en technique, etc. Donc on peut toujours s'attendre à un super spectacle avec Junior Dos Santos. Blagoy Ivanov, ouais. Et pourtant, donc tu as résumé à peu près tous les déboires qui lui sont arrivés ces dernières années. Et pourtant, il n'a encore que 31 ans. Ouais. C'est vraiment ouf. Il est encore jeune pour un poids lourd. Il est aussi plusieurs fois champion du monde de sambo. Il a même battu Fedor Emelianenko. Mais oui. Il y a quelques années de ça, quand 2008. Fedor était encore relativement un grand Fedor, ouais. au sambo, en plus dans vraiment la discipline reine de Fedor. Ouais. Il a combattu des très gros noms au WSOF et au Bellator. Et là, voilà, il va enfin se mesurer au gros bonnet de l'UFC. Alors, ça va être intéressant. Pour être tout à fait franc, je ne suis pas un super fan de Blagoy Ivanov. J'aime pas vraiment son style de combat. Il a 31 ans, donc relativement jeune pour un heavyweight, mais il combat vraiment déjà comme un très très vieux routier, c'est-à-dire qu'il est dans l'économie d'énergie au maximum. Il a un footwork, du niveau de celui de Demian Maia ou Derek Lewis, donc c'est pas folichon. Voilà. Il vient du sambo et il a une technique qui ressemble à celle de pas de la moitié, mais de la majorité de ceux qui viennent du sambo, c'est-à-dire vraiment des énormes crochets avec des casting punch. Mais là, c'est un casting punch un peu chelou et il est un peu imprécis. On a l'impression qu'il est un peu imprécis, qu'il est pâteau, etc. Techniquement, c'est pas crisp, on a l'impression que c'est pas affûté, on a l'impression que c'est un peu des grands mouvements, donc j'ai pas plaisir spécial à le voir combattre Blagoy Ivanov, mais on peut pas lui enlever une chose, c'est qu'il est sacrément putain d'efficace. Ouais. Que ce soit en soumission, que ce soit debout, parce qu'il a des mains super puissantes, ça peut venir de partout. Alors contre un Junior Dos Santos qui en plus a un menton un peu vieillissant, ça me fait un peu flipper. Mais ça va être un super contraste de style et ouais, ça va être une bonne manière pour les gens de découvrir Blagoy Ivanov qui vraiment mérite d'être à ce niveau-là et enfin d'avoir un combat chez les gros, quoi. Donc ouais, mais comme tu le dis, et moi c'est ce que je trouve un peu terrible pour notre recherche de Junior Dos Santos, c'est que sur le papier, tu vois, je pense que Junior Dos Santos le mange tous les jours ou presque. Sauf que aujourd'hui, voilà, Blagoy Ivanov, c'est un bilan de 16-1, mine de rien, une sacrée patate. Et notre Junior Dos Santos, sur ses derniers chocs, Alistair Overeem, Stipe Miocic, c'est vrai que ce qui marque surtout, c'est l'incapacité à Junior Dos Santos à ne pas se faire prendre contre la cage et à servir de punching ball, ou ne serait-ce que à se faire contrer et puis à se faire mettre KO. Et c'est un peu, moi, le gros problème que j'ai avec ce combat-là, c'est que l'UFC... Après, ils avaient déjà essayé de faire ça avec Francis Ngannou, se servir de Junior Dos Santos pour permettre à un espoir de la catégorie
de se faire un nom. Et généralement, quand tu deviens ce genre de combattant-là à l'UFC, c'est pas du tout bon pour toi. Et là, après Francis Ngannou qui avait quand même une grosse hype, parce qu'il venait de mettre KO Arlovski, là l'UFC met quand même un mec comme Ivanov qui reste champion des World Series of Fighting. Donc autant dire, à part pour les fans hardcore, les gens ne le connaissent pas. Et donc là, Junior Dos Santos, j'ai vraiment très peur que il se prenne, tu vois, une big right hand et un énorme crochet et que ce soit terminé pour lui. Voilà. Ça me fait vraiment, vraiment tout aussi peur. D'autant plus que, comme tu viens de le résumer, voilà, c'est l'UFC qui espère, je pense, un peu se servir de ce combat pour mettre en valeur un petit nouveau, un nom frais, qui est Blagoy Ivanov. C'est vrai qu'on a un peu l'impression d'être à Hollywood avec les toutes nouvelles actrices qui arrivent, qui sont jeunes, jolies, pimpantes, fermes de partout, etc. et qui repoussent un peu les vieilles comédiennes qui s'en plaignent en disant mais c'est une honte, etc. Mais c'est juste le jeu. Et là c'est pareil, on a l'impression que Blagoy Ivanov n'est pas censé avoir sa place entre un mec comme Dos Santos. C'est ça. En fait c'est juste le jeu, c'est-à-dire que là l'UFC table sur le fait que comme ils sont en manque de nom pour la catégorie poids lourd, si Blagoy Ivanov arrive à mettre une détrempée à Junior Dos Santos, au moins de poker avec Curtis Blades, avec Volkov, au moins ils peuvent les faire s'affronter les uns les autres avec un peu de hype et ça leur donne un peu de temps et de respiration, d'autant plus avec Brock Lesnar, pour essayer de faire survivre cette catégorie le plus longtemps, quoi. Donc c'est le jeu. J'ai peur. Dur pour Dos Santos, d'autant plus que le combat sera en 5 rounds. C'est ça aussi, tu vois, qui ajoute un peu à mon inquiétude, c'est que sur 5 rounds, Junior, bon voilà, c'est... Ouais, et puis pareil, aussi... Il peut se faire choper, Il peut se faire choper, et on a tendance à l'oublier, mais il l'avait dit dans une dernière interview, il a peur de l'USADA, donc certes, voilà, sa suspension, elle était un peu injustifiée, mais pour un mec comme, tu vois, qui s'est fait prendre par l'USADA, et qui avoue avoir peur de l'USADA, il a sûrement changé même dans ses suppléments qui étaient légaux, peut-être qu'il les prend plus, tu vois, donc peut-être qu'aussi le côté physique de Junior Dos Santos, qui est quand même un énorme arsenal, un atout pour lui, peut-être que là aussi, on sait pas dans quel état il sera, mais il sera peut-être amoindri avec ça, et pour moi, tout porte à croire que ça va se terminer sur un KO pour Ivanov. Après, pour ce qui est de l'USADA, et d'ailleurs, c'est vrai que si on peut en placer des petites crottes de nez à l'USADA, ils font un super travail, ils sont super sérieux et rigoureux, mais ça fait vraiment plusieurs combattants qui se la prennent un peu au fond de la boîte à Kinder. Ouais. Et on pense à Tim Means, on pense Josh à Barnett. Romero, Josh Barnett, on pense à Junior Dos Santos, pendant toute la durée que dure la procédure de l'USADA, pour finalement apprendre qu'en fait, bon non, ça va en fait. Ouais, clairement. Terrible. Terrible. Dos Santos. Mais voilà, après, c'est vrai que en fait, ça peut aussi avoir l'effet qui se coule inverse et pas forcément plus mal, à savoir que Junior Dos Santos, dans ses derniers combats, il était vraiment énorme et stock. Il était moins rapide et moins vif, percutant et comment dire. Je sais pas pourquoi je fais ce mouvement de tête, mais en tout cas rapide et percutant, et il va retomber à un morphotype qui l'avait amené à cette ascension fulgurante qui l'avait mené jusqu'au titre, et pourquoi pas arriver plus vif, plus rapide, plus puissant contre Ivanov, et avec une bonne surprise, quoi. Who knows. Dans tous les cas, un combat intéressant qui s'annonce ce week-end. Bien, et puis on va passer enfin à la dernière grosse annonce de l'UFC, annonce de l'UFC, puisque Whittaker va défendre sa ceinture middleweight contre Kelvin Gastelum. Il y aura d'abord, les deux seront coach au TUF, donc dans un TUF qui s'appellera Heavy Hitters. Donc ce sera les gros frappeurs, hein. Et puis ensuite ils devront s'affronter à une date qui arrivera prochainement, on ne sait pas quand exactement, mais bref, ça arrivera. Donc Kelvin Gastelum, qui reste qui n'a été battu finalement qu'une seule fois dans son run middleweight, c'était contre Chris Weidman, et Whittaker qui est invaincu dans son run middleweight, deux anciens welter qui se rencontrent finalement dans la catégorie du dessus, comme quoi le weight cutting, finalement peut-être qu'il faudrait arrêter et combattre un peu plus à son poids naturel. Bref, toujours est-il que ça va être un duel de strikers qui s'annonce plaisant pour les fans.
super plaisant pour les fans, puisque ce sont, vraisemblablement ça se déroulera debout, puisque c'est les deux secteurs qu'affectionnent particulièrement Gastelum et Whittaker. Ça va être sublime, parce que les deux ont un arsenal extrêmement complet, qui sont tous les deux très rapides, et vraiment, qui sont incroyablement affûtés, rapides et techniques. C'est vrai que bon, c'est un peu dommage, parce que en fait, tout le monde va probablement sauter ce combat-là. Ça va être un combat qui ne soulèvera pas les foules, et si c'est en pay-per-view, j'ai vraiment peur d'avance de ce que ça va produire. Ça va être un bide, mais intersidéral. Mais voilà, après, est-ce que si Whittaker gagne, en fait, ça change pas grand-chose pour lui, parce que les gens ne connaissent pas Gastelum. Et si Gastelum gagne, on aura un champion. Je l'adore, Gastelum, j'adore ce mec, mais on va avoir un champion qui, vraisemblablement, n'amènera pas la popularité à l'UFC. Donc, dans l'optique divertissement, business, popularisation, tout ça, c'est pas forcément un super move pour la catégorie middleweight, mais pour les vrais fans hardcore et au niveau technique, au niveau combat, ça va être somptueux, sublime, et on a hâte d'y être. Ma foi, je n'ai rien à ajouter. On va voir si on a des questions. Je n'ai absolument pas préparé la partie questions. J'en profite pour faire un petit peu d'autopromo. Ce podcast est disponible donc sur SoundCloud, iTunes, Deezer, Podcast Addict et bien évidemment YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des commentaires, des questions. En veux-tu, en voilà. N'hésitez pas. Nous répondons, comme vous pouvez le voir. On essaye tout du moins de répondre à vos différentes questions. Alors, les questions, on revient à quelques podcasts présents, parce que oui, on n'avait pas pu répondre à vos questions ces derniers podcasts, car il y avait quand même une certaine actualité, mine de rien, avec les différents combats que nous avons eus. Alors, revenons. Oui, donc on avait dit... pour revenir sur la catégorie middleweight, c'est vrai qu'on nous avait interpellé là-dessus, quand on avait fait notre petit point sur les catégories, je ne sais plus qui c'était, je suis désolé d'ailleurs d'avoir oublié le nom de la personne, mais c'est vrai qu'on avait fait un petit récap de toutes les catégories. C'est vrai que la middleweight, on s'était pas trop retardé dessus, mais c'est vrai que depuis 6 mois, les talents fuient, les talents partent de la catégorie. Il y a eu Bisping qui a pris sa retraite, Georges Saint-Pierre qui devrait vraisemblablement revenir en lightweight, Luke Rockhold, on sait pas où il en est, Romero va se casser. C'est vrai que là, mine de rien, en 6 mois, il y a eu une grosse ouverture pour la prochaine génération. C'est ça, et c'est pour ça que quelque part, ouf de soulagement, parce que du coup on a les Adesanya qui arrivent, les Paolo Borrachinha, les Kelvin Gastelum et Whittaker qui restent bien en place, boulonnés, pas de soucis. Donc on a une fraîche garde. Alors le problème, c'est que du coup elle n'excite pas encore les foules et n'est pas aussi reconnue et populaire que celle que l'étaient les Romero, les Rockhold, etc., qui étaient vraiment des noms solides. Mais on a des personnages attachants et qui sont super solides techniquement et dans tous les domaines. Donc je pense que dans les années à venir, quand ils vont tous commencer à s'affronter les uns les autres et puis faire montre de tout leur talent, j'ai confiance en le fait que la catégorie middleweight va se régénérer et rajeunir et produire tout ce qu'elle peut produire en termes de drame, en termes de build-up et en termes de combat et de prestations légendaires. Bien mon cher Rust. Et donc oui, la question venait de R75020, voilà, donc nous avons répondu. Et puis il manquait, cette fameuse preview que nous n'avons pas pu faire, mais qui sera pour la semaine prochaine. Petit teasing, le combat qui s'annonce des plus intéressants, Alain Soral contre le Raptor. Sur ce, c'est tout pour nous. Comment dire, alors on a du coup avec Polydamas, on a commencé, et toi évidemment, on a commencé à parce que déjà vous l'avez demandé, et puis on peut pas se le cacher pour ceux qui suivent un petit peu ce qui se fait sur la toile. Mine de rien, les gens sont au courant de ce qui se passe et ça va faire du buzz. On pourra se baser que sur... parce qu'en fait, on connaît rien des deux. C'est ça. On sait juste les bases, on sait juste qu'il y en a un, donc Alain Soral, qui fait de la boxe française et qui est très longiligne, très grand, et il est une araignée, le mec. Et on a à l'inverse un Raptor dissident, qui est donc très court sur pattes, visiblement, 1m68, si on en croit les mesures officielles, qui aurait pratiqué du judo et qui est visiblement quand même
très solidement taillé. Ouais. Donc Polydamas, en fait j'en dirai pas plus parce que Polydomso, a.k.a. le Master of Technique, va pondre, je pense, soit un article, soit faire un podcast beaucoup plus complet, intéressant, marrant, et franchement ça va être une tuerie sur le combat. Sur le Money Fight. Ça va être grand. Ça s'annonce magnifique. En tout cas, ouais, on va suivre ça de près et on peut pas passer à côté. Voilà, sur ce, à la prochaine. Bye bye. Salut mon cher Rust. Cheers! People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up!